Très bien. Donc, on va parler plus fort et on va maintenant présenter le corpus. Donc, c'est qui est-ce que, alors, j'ai Sémaphore qui lève la main. Est-ce que ça vous va si vous posez la question à l'issue de ma présentation et vous serez le premier? Merci, c'est sympa. Donc, on y va. Donc, on cherche à répondre à la question qui mobilise le modèle des droits humains quand il parle de la Convention internationale du droit des personnes âgées. Et donc, l'idée, c'est que nous, notre objet de recherche, c'est voir tout ce qui se produit, tous ceux qui écrivent, tous les auteurs qui sont engagés autour de ce sujet-là. Et donc, on a, en janvier, aujourd'hui, on a un corpus de 98 textes 98 textes, donc qui sont pour la très grande majorité des articles et des numéros de revue. On a essentiellement, on a voilà 68, donc presque 68% d'articles peer review. Donc là, c'était vraiment notre cible. Donc voilà, on est plutôt satisfait de ce résultat. Là, j'ai distingué aussi. Alors ça, c'est bon, un parti pris que je justifie aussi mais je distingue aussi les articles qui sont tirés de numéros spéciaux de revues, parce qu'évidemment que ça nous apprend des choses sur la façon dont se structure le champ autour de la problématique, et on va voir que ça a son importance puisqu'on va voir cette catégorie de publications vraiment augmenter là sur les 5 dernières années. Mais bon, voilà, j'ai juste fait cette petite distinction parce que ça me semblait très pertinent dans le traitement des données. On a ensuite donc quand même conservé des working papers. Donc voilà, bon, là comme j'ai arrêté le corpus, on va les garder. Avec le recul, certainement qu'il y en a qui devraient peut-être un peu dégager. Mais l'idée, c'est que ces working papers, ils sont importants parce qu'ils nous parlent finalement de la façon dont certains organismes organisent des événements internationaux au cours desquels des auteurs identifiés comme un peu stars dans leur domaine vont intervenir. Et donc, du coup, ça dit des choses sur, non pas la production scientifique sous forme de publication, mais la production scientifique en termes d'événements et de structuration des réseaux. Enfin, livres et chapitres d'ouvrages, là aussi, j'en ai quand même conservé quelques-uns parce que c'était voilà, des auteurs phares et que là aussi, il y avait un travail de structuration de réseau. Bien souvent, les ouvrages, ils peuvent donner lieu à des moments de rencontres collectives, donc voilà, ça se justifie. Et on a enfin Manifeste Tribune, donc là aussi, des publications qui sont pas des articles scientifiques, qui apparaissent dans le corpus et qui peuvent être publiés soit par des ONG ou des réseaux de plaidoyer et qui ont une forme un peu spécifique ou des rapports, mais qui sont publiés un peu nulle part, qui apparaissent dans les bases de données, qui sont aussi, je les sélectionne parce que les auteurs qui les produisent sont des auteurs de référence et parce que ça dit des choses. Un petit exemple, par exemple, en 2020, quand il y a eu Time for UN Convention sur le droit des personnes âgées, publié par tout un réseau d'acteurs, notamment autour de Age Platform Europe et du Committee on Aging. Et là, il y avait 5 auteurs qui étaient vraiment les auteurs phares du champ et qui se sont organisés pour diffuser ce document qui a dû circuler dans les instances internationales et auprès voilà, qui a une influence déterminante sur la façon ensuite dont va, dans cette période post-Covid, se structurer le champ. Voilà. Un dernier élément, c'est vrai qu'il y a dans mon corpus un truc que j'ai eu du mal à saisir. Il y a un auteur, je reviendrai peut-être un peu plus tard, mais un gars qui s'est décrit comme chercheur indépendant, il a un double doctorat, il est en Californie et il a créé son petit ONG sur le droit des personnes âgées et il a un programme de recherche en fait qui a été reconnu, il a eu le statut de ONG consultative pour l'ONU, donc il pèse, mais pourtant, il a un statut pas vraiment académique. Il est très proche des business angels. Il est très engagé dans les goals pour le développement durable. Voilà, donc il a une approche, on va dire, de business social, comment il se présente. Mais lui, en fait, c'est une usine à gaz. Depuis 2020 ou 2019, il a publié près de plus de 320 articles. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu l'IA et que là-bas, ils sont plus en avance? Mais alors, il a une publication hallucinante et surtout, ça a été l'un de ceux qui a croisé justement les problématiques de handicap et de personnes âgées. Donc, je suis un peu embêtée là dans mon corpus. Je sais pas quoi faire de ce gars-là, mais je suis obligée de le citer. Et surtout, on voit pas, j'ai pas cité tous ces articles. Enfin voilà, je lui ai mis une catégorie à part entière autour de projets de recherche.
Voilà, donc ça, c'est ces 98 textes qui sont là-bas. Ensuite, maintenant, si je présente la répartition chronologique, donc là, on essaie de voir comment ça se... Tu vois, Jacques, là, j'ai fait mes petits dessins. J'espère que ça va t'aider. Mais là, grosso modo, combien il y a d'articles sur cette thématique qui sont parus par an. Et donc là, on voit une courbe qui dessine du coup une trajectoire ascendante, une augmentation du volume des publications. Et cette courbe n'a de sens que quand on peut essayer de distinguer justement selon les différents types de publications. Et donc là, en rose, on a vraiment les articles scientifiques et en violet, les numéros spéciaux de revue. Alors, on ne le voit pas, mais les numéros spéciaux de revue, moi, après, les articles qui sont numéros, là, c'est biaisé aussi parce qu'en fait, il y a eu Human Rights, la revue de Harvard là, qui a publié tout plein d'articles auxquels je n'ai pas eu accès. Donc, normalement, ça devrait aller au moins au même stade. Là, c'est le numéro de la revue Equitas, les articles de la revue Equitas. Là, en fait, là, je suis un peu pas super fan de ce que m'a sorti comme graphique l'IA. Il faudra que je regarde un petit peu. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on voit quand même au début, il n'y a que des articles peer review qui sortent jusque 2008. Et ensuite, donc là, il y a une diversification. Donc, il y a une intensification de la production scientifique et il y a ensuite une diversification. Donc, on va avoir plusieurs working papers où on va justement creuser, comparer CIDPH, CIDPA. On voit aussi, du coup, des livres qui vont apparaître et puis, du coup, ce programme de recherche un peu bizarre là qui est à la fin. Donc voilà, on voit un petit peu là une diversification des productions scientifiques autour du sujet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du coup, donc qu'est-ce qu'on retient, on va dire, de cette première présentation du corpus par seulement les textes, seulement le volume de texte? Eh ben, l'idée, c'est que ces différents, ces différents textes, ces différents types de textes, ils nous apprennent des choses. Hein. Les articles peer review ou les livres et chapitres d'ouvrages, là, ça montre finalement comment communique la communauté scientifique autour de ces sujets-là. Donc, on va dire sur une forme plus légitime de production d'un savoir académique. Les working papers, ils vont plus nous renseigner sur la façon dont se structure le réseau d'advocacy et de plaidoyer. Donc là, ça va être plus les activistes, en fait. On va le voir quand on va essayer de creuser entre les auteurs, chercheurs et puis les activistes. Là, ces working papers, ils nous apprennent en filigrane, parfois explicitement, comment se structure le réseau de plaidoyer. Une chose importante, c'est que j'ai pas fait apparaître, j'ai pas sélectionné tous les travaux sur les Open-Ended Working Group on Aging, dont ces groupes de travail de l'ONU. Je les ai pas fait apparaître parce qu'il y en avait beaucoup et que ça, c'est bien souvent déjà documenté dans les articles que j'ai parcourus. Donc, je pense que ça, c'est peut-être aussi une limite de mon corpus, mais enfin, voilà, je me suis dit que si je commençais à traiter ça, j'en sortirais pas. Et les numéros spéciaux de revue, là aussi, moi je pense que c'est un bon indicateur de la façon dont le sujet en fait devient légitime et tend à s'imposer comme veut dire une question structurante dans le champ académique. Et là, si on doit interpréter les données, maintenant ça nous donne, on va dire, ça nous donne une première idée du séquençage qui s'annonce, où on voit vraiment entre la période 76 et 2008 des petites productions un peu ponctuelles, éparses, qui vont émerger bien en périphérie en général des événements de l'ONU, notamment 1991, on est sur les principes de 82 principes de Vienne, 91 le lancement de la décennie pour le vieillissement, 2002 on va le voir, en 2002, la première conférence de Madrid aussi, sur justement est-ce qu'il faut une CIDPA pour les personnes âgées. Et après, effectivement, au fur et à mesure enfin voilà, on voit apparaître ce séquençage. Une rupture qui est intéressante, c'est que là, on voit vraiment aussi que comment, justement, depuis 2008, après 2008, il y a un nouveau renouveau de cette problématique pour les personnes âgées dans les suites de ce qui a été fait après pour la CIDPH. Donc là, déjà, on a une première visibilité de l'influence de la CIDPH sur la façon dont se formule, en tout cas, est générée la production de connaissances sur la CIDPA. Autre élément intéressant, c'est que là, on voit vraiment une intensification depuis 2020.
qui est évidemment, et on le verra, lié à la question du Covid et on va dire, à l'identification dans la littérature de l'intensification des discriminations structurelles qui étaient déjà connues, mais qui se sont intensifiées. Et donc là, effectivement, il y a cette période-là qui est le début dans laquelle on est, mais qui, à mon avis, est aussi un marqueur chronologique important. Donc voilà ce qu'on peut retenir par la question des textes. Maintenant, si on s'intéresse à ce que j'appelle le bloc 2, donc c'est les auteurs. Donc dans mon système d'encodage, donc j'ai le nom de famille, le prénom, mais je suis allée chercher aussi les affiliations institutionnelles au moment de la publication de l'article. Donc du coup, ça donne des trucs un peu bizarres dans le traitement des données parce que certains qui étaient philoses, donc qui étaient en postdoc ou qui étaient non titulaires et qui étaient affiliés à un organisme de recherche à une date donnée, ont une autre affiliation un peu plus tard dans le corpus. Donc voilà, mais le parti pris, c'était justement cette affiliation institutionnelle. Et quand j'ai essayé de chercher justement la zone géographique de rattachement, j'ai fait aussi par rapport à l'université ou au centre professionnel de rattachement. Mais donc, du coup, les auteurs, qui est-ce qu'on a dans ces auteurs? Donc, déjà, on a 150 auteurs et on a donc 99 d'entre eux, donc 66%, qui sont académiques, donc qui sont chercheurs, seulement chercheurs, en tout cas qui se déclarent seulement comme chercheurs. Deux autres, et principalement dans le droit et dans la psychiatrie, qui sont à la fois académiques et practitioners, donc professionnels et professionnels, donc chercheurs et professionnels. On a des activistes. On a des gens qui sont seulement professionnels, je reviendrai un petit peu, et voilà. Donc après, il y a des trucs non renseignés, mais voilà, on a une idée, c'est que on a principalement des chercheurs, mais on a aussi une autre catégorie d'auteurs. Et donc du coup, voilà, ça c'est un peu au global. Sur les auteurs au global aussi, qui est-ce qu'on a? Du coup, on a, et là, j'inclus dans ces auteurs à la fois les activistes et à la fois les chercheurs, mais donc pour plus de la moitié du droit. Ah oui, voilà, là, on a les deux. Donc là, en rose, on voit la répartition des auteurs qui écrivent sur la CIDPA. En rose, c'est les juristes. Tous ceux qui sont dans le droit. Alors le droit, pareil, j'ai fait des segmentations. J'ai fait une entrée droit et puis après j'essaie de détailler dans mon tableur, mais là mon encodage il est pas foufou. Donc, mais voilà, est-ce que c'est de droit international? Est-ce qu'on est sur du droit public, du droit privé? Je pense que voilà, s'il faut reproduire cette méthodologie, là à ce moment-là, il faudrait être un peu plus fin sur la catégorisation. Mais juriste au sens large. On a ensuite des sciences sociales. Donc sciences sociales, là on va trouver quelques sociologues, anthropologues, quelques politistes aussi, mais j'ai inclus les Global Health. Alors j'étais un peu embêtée avec des chercheurs en santé globale ou en santé. Je ne savais pas vraiment, et policies, health policies. Donc quand je cherchais sur leur profil et que je voyais qu'on était justement plutôt sur les politiques publiques de santé, j'ai inclus dans Social Sciences, et quand effectivement ils étaient plutôt une profession, une formation médicale et ensuite en Global Health, voilà. Mais là aussi, j'ai fait mes petits ajustements au fur et à mesure de la définition du protocole. Voilà, social sciences, médecine. On a là, donc là dans la catégorie de médecins, on a j'ai inclus la bioéthique, j'ai inclus du coup tout ce qui est psychiatrie ou santé mentale. Là aussi, la taxonomie, elle va changer selon les zones de rattachement. Alors, pareil, gérontologue. Ça aussi, je me suis un peu cassé la tête. Est-ce qu'on les rattache à la médecine ou est-ce qu'on les rattache aux social sciences? Typiquement, un des auteurs phares du champ, Israël Doron, qui vient de l'université de Haïfa en Israël, qui est l'auteur le plus prolifique du corpus, qui a écrit 12 articles, souvent en coécriture, mais qui structure le champ vraiment à partir de 2005. Donc, sur toute la période, on va dire, de controverse, Israël Doron, il se présente d'abord comme juriste, il a une formation en droit, et ensuite vraiment comme gérontologue. Donc, là aussi, j'essaie, dans la mesure du possible, d'aller creuser finalement dans le profil des auteurs pour savoir si je les inclus. Voilà. Puis d'ailleurs, en général, ils s'appellent gériatres quand ils sont plus professionnels médicaux. Mais voilà, là, il y a quelques fois où je me suis un peu posé la question. Et donc là aussi, on est vraiment sur
et puis Professional Studies, là, c'était tout ce qui était Nursing Studies, donc les études infirmières, les études de travail social, qui sont vraiment là aussi un champ de recherche en soi, et qui produisent beaucoup, et notamment avec quelques auteurs phares. Voilà, donc l'idée c'est que en moyenne, alors ça n'a pas vraiment de sens, hein, mais de sortir des moyennes ou des médianes, mais l'idée c'est que dans les 11 auteurs, top 11 des auteurs, donc c'est tous les auteurs qui ont écrit 3 ou plus, 3 articles ou plus de 3 articles, et ben, il y a 11 auteurs de ce corpus-là qui sont plutôt bien répartis, mais qui sont plutôt donc d'abord des juristes, hein, donc voilà, on a Israël Doron, on a Barnes, on a Spanier aussi. Enfin voilà, c'est vrai que je l'ai pas présenté là. On pourra en discuter en discussion. On a aussi social sciences plus large, et donc notamment on a dit Annie Hérault. On a aussi Carol Cox qui est social work, mais qui aussi travaille beaucoup avec la sociologie et les sciences politiques. Et on a effectivement quelques auteurs en médecine, notamment Carlos Lima de Mendoza, qui est maintenant décédé, mais qui était l'un des présidents de la World Association of Psychiatry, et maintenant Kieran Raberou, qui lui aussi est un mental health, un chercheur en santé mentale, et lui-même un médecin, et qui lui aussi est au siège des instances. Voilà, donc voilà, 11 auteurs qui ont publié 3 ou plus articles, après plutôt des personnes qui ont publié une seule fois, parfois voire 2. Alors, je regarde le temps qu'il me faut. Donc, maintenant, si on fait un ciblage plus spécifique sur les auteurs académiques, et ben là, on voit. En fait, on voit rien. Ah non, si, c'est moi qui vois rien parce que j'ai mon truc là. Ah non, je ne veux plus voir cette petite. Voilà. La répartition des profils des auteurs selon leur discipline et selon leurs années de publication. Donc là aussi, hein, en rose, c'est le droit. Les sciences sociales, c'est en vert. En médecine, c'est du bleu. Et Professional Studies, c'est du jaune, donc tout ce qui est social work et études infirmières principalement. Donc c'est vrai qu'on voit là aussi en termes de séquençage, c'est vraiment intéressant comment, c'est d'abord les juristes qui se mobilisent. Jusque 2005, jusqu'au moment de l'émergence de la CIDPH. Et Professional Studies aussi, hein, qui se mobilise autour de ce moment, on va dire, de structuration, de réflexion autour de la CIDPH. Et finalement, tout ça, ça court jusqu'au milieu des années 2010, même juste avant la rupture du Covid, en fait, 2019, pardon. Et c'est là où on voit vraiment une diversification sur cette dernière étape, en fait, des différents professionnels, en tout cas, des différentes chercheurs disciplines plutôt, qui vont se saisir du sujet de façon un peu diverse, mais notamment, pour moi, la rupture, ce qui est intéressant de voir, c'est la médecine, hein, les publications voilà, par les chercheurs en médecine, là, qui même deviennent proéminentes sur 2025, hein, mais qui, du coup, tendent à émerger et à s'imposer dans les publications. C'est un peu grossier, hein, mais c'est parce qu'on est vraiment là sur les premières exploitations. Je pourrais pas aller dans le détail plus finement. Les auteurs académiques, maintenant, si on les recherche par zone géographique, eh ben, on va voir qu'on a quand même une prédominance, en tout cas, c'est assez proche, hein, mais en tout cas, l'Europe est vraiment bien représentée dans le corpus. United Kingdom, effectivement, on a quand même 16 auteurs différents. Alors, je ne me rappelle plus dans le détail à quelle discipline est-ce qu'ils se raccrochent, mais peut-être qu'il y en a certains que vous connaissez. La France, 6, qui sont presque essentiellement la chaire Siage ou associés. On a l'Irlande, principalement parce que Nena Jorgensen, qui a Age Platform et qui est active dans le plaidoyer des personnes âgées, elle a donné des cours aussi à l'université de Calway, je crois. Et donc, c'est vrai que peut-être c'est fait, mais il y a aussi d'autres auteurs, hein, de Irlande. Croatia, alors il y a la Croatie et la Pologne, et notamment, alors je serais incapable de donner son nom,
Barbara, avec un nom qui commence par Milo quelque chose. Et je m'excuse, hein, je parle pas polonais, mais qui est très active, elle, depuis 2015, et vraiment qui apparaît dans mon top 3, bizarrement, qui apparaît pas là. Mais la Pologne est bien représentée aussi, donc Pays-Bas, Croatie, enfin voilà, il y a ça, c'est la répartition pour l'Europe, Amérique du Nord, effectivement, United States et Canada. Donc beaucoup, hein, les États-Unis ont une surreprésentation de ressortissants, mais on parle quand même d'un pays continent. Je suis pas sûre que malheureusement, depuis 2025, je pense que leur nombre de personnes travaillant là-dessus est à zéro, vu les politiques Trump. Un truc intéressant qui apparaît, c'est quand même l'Océania, et c'est essentiellement Australie. Hein. En Australie, eh ben, effectivement, ils sont mobilisés, mais eux, depuis le début, en fait. Moi, c'est vrai que ça a été un peu étonnant. Israël, très mobilisé, et l'Océanie, vraiment très mobilisée sur cette question de la CIDPA, avec 16 auteurs différents. Donc, on est quand même sur vraiment un certain nombre de personnes engagées. Asie, là, donc India, c'est essentiellement, je dirais, Kiran Raberu, là, donc, qui est l'un des, je sais plus s'il est président d'une association d'experts en santé mentale, association mondiale d'experts en santé mentale. Enfin, je me rappelle plus de son intitulé précis, mais lui, il est très prolifique, et je pense que mon corpus lui donne pas assez raison, parce que j'ai pas pu exploiter certaines bases de données médicales dans lesquelles j'ai vu apparaître beaucoup de ses publications. Mais lui est important, et sinon, ouais, c'est essentiellement lui, je pense, qui porte le corpus India, à part un premier article en 88 d'une juriste. Et sinon, Israël, effectivement, 3 auteurs, mais Israël qui, en volume de publication, publie beaucoup, notamment parce qu'on a Israël Doron et Béni Spanier qui sont co-auteurs et qui ont, eux, publié des choses très intéressantes et très tôt, justement, sur pourquoi un tel outil, pourquoi un tel besoin, et notamment Israël Doron qui revient. Son premier article, qui paraît en 2005 sur le sujet, il parle de son cas personnel. En fait, l'introduction de son premier article, c'est il raconte en fait les difficultés qu'il a eues, lui, pour faire venir son père, qui était aux États-Unis, pour le faire venir en Israël, pour justement faire ses dernières volontés avant de l'enterrer. Toutes les difficultés qui se posaient, puisqu'il était devenu invalide aux États-Unis et qu'il n'a pas pu finalement rejoindre sa terre. Et donc, du coup, à partir de ce petit cas personnel, il va développer un projet de recherche sur plusieurs années, notamment développer cet indice, l'indice d'observatoire pour le droit des personnes âgées, dont j'avais pu vous parler quelques temps auparavant. Mais voilà, donc lui, c'est quand même un auteur phare. Et Émirats Arabes Unis aussi, il y a 3 auteurs qui ont publié récemment. Et en Afrique, essentiellement Nigeria. Voilà, je bâcle un peu, mais j'ai pas trop le choix. Alors, voilà. Autre auteur, voilà, là, sur le profil des activistes et des professionnels, j'ai identifié, ouais. Alors, 5 minutes. Ça va? Ça va? Oui, je peux. Ouais. La partie 3, finalement, non, parce que du coup, je suis encore dans le traitement des données, Okay, mais je présenterai certains éléments, je reviendrai sur notamment Annie Hérault, son travail. Mais voilà, donc là, sur les autres auteurs, donc qui sont les activistes et professionnels, donc là, on parle quand même, hein, c'est résiduel, hein, c'est plutôt résiduel en termes de représentation dans le corpus, hein, puisqu'ils sont je ne sais plus, mais ils sont un peu moins de 25% à ne pas être des chercheurs. Mais pourtant, eux, c'est intéressant de revenir sur eux parce que ça dit des choses sur qui sont en fait les structures de plaidoyer qui sont engagées sur ce sujet-là. Et donc, quand on va... Alors non, là, je ne vais pas traiter les individus en tant que tels, mais plutôt leur structure d'hébergement. Et donc, on voit donc très clairement une surreprésentation des ONG avec Age Platform Europe, qui est au top, notamment avec Nena Gorgenzi qui est prolifique, mais aussi le Committee on Aging qui vient, donc là j'ai mis Belgium, Age Platform Europe, mais j'aurais plutôt dû dire Europe, le Committee on Aging de Suisse. On a aussi donc aux États-Unis un certain nombre de structures, alors qui s'apparenteraient plus un statut ONG d'après ce que j'ai compris, avec Stakeholder Group on Aging, Help Age International. Voilà, Human Rights Watch, International Federation on Aging aussi, qui ont été, eux, parmi les premiers à organiser des symposiums. Et International Longevity Center, eux, ils ont 2 occurrences dans la base de données. La première occurrence, c'est l'une des premières, c'est 2002, en fait, parce que
Robert Butler, quand il vient présenter le draft ou un premier projet de convention internationale pour le droit des personnes âgées, eh ben, il se présente non pas en tant que chercheur, mais justement comme le fondateur, président de ces Longevity Centers. Et puis ensuite, c'est Longevity Center Canada. J'ai aussi mis, donc après les ONG, il y a des fondations. Donc là, c'est vraiment, on est dans le tiers secteur, mais c'est encore un statut un peu différent. Donc essentiellement dans les pays anglo-saxons, Australie et USA. Donc plutôt des fondations privées, hein, on n'est pas sur. Enfin voilà, c'est un modèle un peu différent, que je voulais pas rattacher aux ONG. Je sais pas si c'est pertinent, on le verra plus tard. Et ensuite revue scientifique. Alors là, ça me paraissait important de montrer parce qu'il y a certains éditeurs qui, en tant qu'éditeur en chef, en fait, s'engagent justement et publient des articles. Ça peut être soit en leur nom propre, soit en co-autorat. Et donc, je me suis dit que ça disait aussi des choses, et donc notamment sur la mobilisation des revues scientifiques pour structurer le champ, avec Health and Human Rights Journal, qui est rattaché à Harvard et qui est vraiment un très gros journal. Elder Law Journal, qui n'existe plus, je crois, maintenant, mais pareil, qui a été très tôt dans le champ, et The American Journal of Geriatric Psychiatry, là, qui a publié un numéro particulièrement intéressant. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire sur les autres auteurs. Et ensuite, là, c'est quoi? C'est des professionnels. Ah oui, donc là, c'était les activistes tout à l'heure. Là, c'est plus les professionnels, donc plutôt des individus. On voit qu'ils sont rattachés soit à des institutions transnationales, donc le International Labour Office, donc le Bureau international du travail, d'autres instances qui sont dans le giron de l'ONU, donc l'Organisation mondiale de la santé, l'Association de la sécurité sociale et le Bureau international du travail. Donc là, il y a aussi quelques experts qui sont mobilisés. Il y a des gens qui viennent au nom de leur État, donc soit en se présentant comme diplomate ou comme justement membre des commissions nationales consultatives des droits de l'homme, donc ça vaut pour l'Australie et pour la France. Il y a aussi un ministre de la Justice qui a publié sur le sujet aux Pays-Bas. On a des représentations des associations, peut-être que ça basculera dans le réseau activiste, je ne sais pas encore. Et on a des individus, effectivement des individus qui, alors pour une raison que je ne connais pas, mais peut-être que vous connaissez, mais qui, parce que dans leur pratique en tant qu'avocat, ils sont concernés directement par le problématique. J'ai pas encore testé l'hypothèse qu'ils étaient eux-mêmes dans une situation où proche de la retraite ou déjà retraités, ils voulaient rester dans le champ aussi. Hein, ça, on en a discuté ensemble. Mais bon, j'ai pas les indicateurs, j'ai pas intégré la variable de l'âge dans ma procédure d'encollage parce que je serais partie trop loin. Mais voilà, donc voilà un petit peu sur ces auteurs-là. Donc on voit que il y a dans le corpus une surreprésentation des juristes quand même, mais on a aussi de façon assez équilibrée à la fois des sciences sociales, à la fois des professions médicales et à la fois des professional studies. Du coup, on a une forte représentation du continent européen. Enfin voilà, il y a pas mal d'auteurs qui sont européens, une influence vraiment assez déterminante de l'Australie dans le champ. L'Amérique du Nord, oui, mais pas tant que ça, au vu de ce qu'on aurait pu croire, je pense. Et évidemment, un gros biais sur l'absence, parce que mon corpus ne le retient pas, mais de l'Amérique latine. Et la répartition des auteurs non académiques, donc ça c'est intéressant, mais ça montre qui sont les ONG qui sont engagées en fait dans la promotion de la CIDPA. Et donc ces résultats-là, ils vont nous permettre d'avoir un panorama de la coalition d'acteurs qui sont engagés dans la mobilisation de ce modèle pour les personnes âgées dans le traitement un peu plus fin qu'on va faire. Donc effectivement, je ne vais pas pouvoir aller plus dans le détail de la présentation ce qu'on pourrait dire sur la sociogénèse de la CIDPA. Ça, c'est l'étape qui reste à faire. Mais effectivement, on voit bien ce séquençage 76-2008 qui apparaît très clairement à partir de nos indicateurs. Et puis ensuite, du coup, donc là, je sais pas, on pourrait dire émergence du sujet, enfin, je sais pas comment dire, mais début du projet. Et vraiment un temps 2009-2019, vraiment émergence de débats et de controverses sur la promotion de ce modèle des droits humains, où on voit là vraiment des effets. Alors après, je reprends juste ce que dit Annie Hérault, mais des effets du framing contest, de cette lutte pour le référentiel, avec justement comment est-ce que on voit que les choses ne sont pas actées en 2019. Et pourtant, en 2020, effectivement, on a le tournant du Covid, on a ce manifeste, ça s'appelle It's Time for a UN Convention on
pour les droits des personnes âgées. On a eu aussi une tribune pour un appel aux professionnels de la santé médicale et qui, là, a vraiment fait bouger les lignes au sein de la production scientifique. Donc là, on voit vraiment quelque chose de très, très fort apparaître. Donc voilà, c'est les pistes. Maintenant, comment est-ce que je vais mesurer l'influence de la CDPH dans le processus de mobilisation du modèle des droits humains pour le droit des personnes âgées, hein, ça fait partie de mes questions. Je vais vite. Hein. Dans la phrase là, il était en accéléré, c'est pas grave. Voilà. Pardon. Désolée, non, mais je dirais que c'est pas très accessible, mais on arrive à la fin. On arrive à la fin. Et l'idée, c'est que voilà, dans toute ma méthode et mon étape d'encodage, je disais que là, dans le document qui circule, vous allez voir, il y a certains résumés. Enfin voilà, je lance une recherche dans le document pour tester en fait quand apparaissent les différents référentiels des droits humains. Et donc, évidemment, je commence par CDPH. Ou CDPH ou voilà CRDP, ou alors convention, enfin j'écris l'occurrence pour voir si ça apparaît. Et donc, du coup, je vais juste me contenter, là, ça d'où on en est, de dire oui, ça apparaît, non, ça apparaît pas. Je pourrais pas aller plus loin, mais par contre, je pense qu'effectivement, une étape après, pour les autres, ce sera de voir. Mais ce que je fais aussi quand je teste l'occurrence de la CADPH, c'est que j'essaie de voir les articles qui sont mentionnés. Et donc, de façon à ce qu'on puisse ensuite aller voir sur les questions de participation, sur les questions de santé, sur les questions, article 12, de capacité juridique. C'est comme ça qu'on pourra ensuite aller chercher les articles et puis peut-être faire des publications un peu plus ciblées. Là, je les ai pas mis parce que c'est en cours, hein, mais effectivement, on va voir que différents référentiels sont mobilisés et puis comment, là, on aura un indicateur assez fort pour montrer comment le modèle de la CIDPH, il intervient directement pour penser la question des personnes âgées et puis on pourra voir après peut-être comment et sur quelles questions. Qu'est-ce que vous avez réussi à comprendre à propos des personnes âgées en situation de vieillissement? Qu'est-ce qu'il en est du contenu? À quoi vous êtes arrivé finalement dans votre recherche? Qu'est-ce que vous avez démontré? Qu'est-ce que vous avez prouvé? Qu'est-ce que vous avez mis en avant? Qu'est-ce qui ressort de votre enquête, de votre recherche de post-doctorante? Ouais, merci beaucoup. Je pense que c'est le temps de la discussion. Et je pense que vous venez bien de le lancer. Alors pour le chat, je laisse ça. Pour ceux que ça intéresse, hein, j'ai mis les points en lien avec la théorie de Annie Ero. Peut-être on y viendra dans les discussions ou pas. Je laisse le soin à celles et ceux que ça intéresse de revenir là-dessus. Peut-être maintenant de prendre les questions, vu qu'on est un peu contraint par le temps. Donc, la question que vous me posiez, c'était OK, c'est bien beau la théorie, mais qu'est-ce que ça nous dit sur les. Quelles étaient vos hypothèses? À quoi vous êtes arrivé sur les âgés en difficulté ou handicapés, etc. Qu'est-ce qui ressort? Quelles sont les lignes directrices de votre recherche? Où en êtes-vous arrivé? Eh oui. Qu'avez-vous constaté? Quelles sont vos hypothèses? Oui, donc la question que vous me faites, c'est grosso modo, moi, ma recherche sur le terrain, qu'est-ce que ça donne en fait? Parce que là, on vient de voir qu'il y a beaucoup d'articles écrits et moi, finalement, dans une recherche empirique, à quel résultat est-ce que j'aboutis? Il se trouve qu'en fait, moi, ma mission, c'était d'aller lire les articles. Donc, c'est ça l'objet d'une revue de littérature et je comprends que ce soit frustrant, en fait, dans le cadre d'une présentation. Mais en tout cas, là, moi, j'ai pas fait d'enquête avec les personnes âgées. Je suis pas allée voir les types de discrimination auxquels ils étaient engagés sur le terrain ou les problématiques spécifiques auxquelles le groupe que j'aurais pu enquêter fait face. Je l'ai pas fait parce que moi, ce sur quoi j'enquête, c'est la littérature scientifique. Donc, en fait, moi, je m'intéresse à comment les scientifiques. La représentation des personnes âgées dans la littérature scientifique. C'est ça. Hein. Alors, en quelque sorte, donc la question, c'était est-ce que je m'intéresse à la façon la question de la représentation des personnes âgées dans la littérature scientifique? En quelque sorte, parce que moi, mon objet, c'est de comprendre qui parle du projet de convention internationale pour les personnes âgées, et donc en filigrane, se dessine la question de l'existence de discrimination. Hein. On va le plus souvent mobiliser la volonté de créer cet objet-là parce qu'il existe des discriminations et on sait bien que quand il y a discrimination, c'est parce qu'il y a des représentations, il y a des biais de représentation ou qu'il y a des préjugés. Et donc, indirectement, oui,
Mais moi, mon objet, c'est vraiment plus qui sont les personnes qui s'intéressent à la production d'un nouvel outil juridique qui viendrait mieux défendre le droit des personnes âgées, parce qu'à l'heure actuelle, on fait l'hypothèse, et la littérature en tout cas tend à montrer que... Les motivations inconscientes, tout ça, des personnes qui s'intéressent aux personnes âgées, quoi. Voilà, c'est qui travaille. Quels sont pourquoi ils s'intéressent aux personnes âgées, quels sont... Ouais, oui, c'est ça. Oui, qui s'intéresse aux personnes âgées et qui veut défendre leurs droits, c'est ça. J'espère que c'est plus clair. Voilà, qui parle au nom des vieux. Hein, donc le titre d'un article dont Jean-Philippe a la référence, mais qui est effectivement... Moi, je fais une analyse à propos de 4 droits, pourquoi les gens s'investissent dans le projet 4 droits, quels sont leurs politiques, quels sont leurs centres d'intérêt, quelles sont leurs motivations pour faire partie du projet 4 droits. Ce serait une étude qui serait très intéressante de voir pourquoi les gens sont mobilisés dans ce projet, d'où ils viennent, quel est leur parcours, qu'est-ce qui détermine qu'ils sont intéressés, mobilisés et investis par ce projet, quoi. Oui, pour le chat, indirectement, on pourrait prolonger. Une liste d'analyse est très intéressante. Vous parliez des représentations des gens en amont qui s'intéressent à ces questions des personnes âgées. Pourquoi on s'y intéresse? Pourquoi c'est central? Je pense que c'est très pertinent. Oui, c'est ce que fait la sociologie, ouais, tout à fait, une sociologie de ceux qui parlent. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, déjà il faut remercier Marion pour le travail qu'elle a fait, qui effectivement est un travail de recherche. Donc Marion connaît très bien la problématique de retraités, en particulier de retraités modestes, parce qu'il y a aussi des retraités modestes. Le problème des personnes âgées, il est complexe, parce qu'il est également dans une société, même s'il y a des gens qui se bien sujet, mais je pense que par rapport à la démarche de faire pour essayer de faire court, je pense qu'au niveau sociologique, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mener une réflexion sur ce que l'on entend par protection. Qu'est-ce que l'on entend par protection? Est-ce qu'il s'agit de protéger les personnes ou de protéger la société? Ensuite, le problème des personnes âgées, c'est vrai que c'est un milieu très hétérogène, comme les personnes handicapées, c'est également un milieu très hétérogène. Bon, les personnes âgées, pour être clair, dans la société où on vit, elles sont intéressantes quand elles ont de l'argent. OK? Le problème, c'est ça. On me laisse finir, merci. Donc, il faut savoir qu'en France, donc, ce sont les chiffres officiels, les plus de 60 ans possèdent 60% du patrimoine national. Mais en même temps, il y a également beaucoup de personnes qui sont laissées pour compte et qui sont en situation de précarité. Et il y a également il y a des situations de maltraitance, effectivement, et il y a beaucoup de maltraitance financière en particulier. Donc le sujet est très compliqué. Le problème de la protection des personnes vulnérables en France est très compliqué. Au niveau juridique, le droit des personnes vulnérables en France, c'est absolument kafkaïen. Il y a des textes contradictoires. Il y a, bon, voilà, je n'invente rien. Donc c'est une situation qui est très difficile à analyser et c'est très difficile de mener une recherche constructive qui puisse faire évoluer le droit et faire évoluer la société. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup. Dominique, j'espère que le chat a entendu ton intervention. Effectivement, il faut rappeler que tu es quand même bénévole chez Alma Paris, donc la question des maltraitances des personnes âgées, tu la maîtrises et c'est quand même un peu aussi un élément qui va structurer ton quotidien. C'est vrai que sur la maltraitance financière, il y a Alain Koskas qui était présent lors des Cap Lab de Metz et qui est le président de la FIAPA, donc Fédération internationale pour les personnes âgées, qui a un statut consultatif à l'ONU et qui a été l'auteur en fait d'un rapport justement, un état des lieux sur les maltraitances financières pour les personnes âgées. Je pense que tu as vraiment raison qu'il y a un enjeu autour de c'est quoi la protection. Je pense qu'on peut traiter cette question justement comme une lutte entre référentiels, entre ces droits de deuxième génération et ces droits de troisième génération, parce que
la protection, on peut l'entendre comme la protection sociale, donc les rattacher aux droits sociaux et notamment la question des retraites qui va déterminer l'inégale répartition des richesses dans une société et qui peut largement expliquer la concentration des richesses dans les mains, on va dire, d'un grand nombre de personnes de 60 ans et plus, qui ne doit pas nous faire oublier le fait qu'il y en a un tiers qui sont quand même vulnérables financièrement, qui sont des retraités modestes. Mais voilà, je pense que la question de la protection, elle est au cœur, surtout dans la société française où on le voit sur la question des retraites, mais il y a tellement des crispations sur la question des retraites, ne serait-ce que la question des retraites pour parler des personnes âgées, en fait, on focalise tellement sur les retraites et il y a une névrose nationale presque sur le sujet qui fait que dépasser cet enjeu-là, donc déjà une approche consensuelle du sujet n'existe pas encore, j'ai envie de dire, j'y travaille, mais l'idée c'est qu'à partir de là, le droit des personnes âgées est invisibilisé. Donc là, il existe des discriminations très fortes qui sont faites à l'égard des personnes âgées. Marie-Vonne Yazid, qui est membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme en France, et qui était là aussi au CAPLAB de Metz, en fait, a expliqué durant le CAPLAB comment la position de la France avait vraiment évolué. Parce qu'en 2023, enfin 2022, quand avait eu Lyon les rencontres du Reactis, elle n'était pas favorable à une convention internationale pour le droit des personnes âgées. Elle trouvait que ça n'avait pas lieu d'être. C'était pas une question qui se posait. Et depuis, les choses ont évolué de son côté. Peut-être que tu peux dire quelque chose là-dessus, renchérir sur ce que dit Dominique, Jean-Philippe. Oui, alors, effectivement, sur la question de la maltraitance, dans le champ du vieillissement, ce qui était intéressant, c'est une organisation de retraités personnes âgées internationale qui a commencé à porter ces questions-là, alors que les chercheurs français et les acteurs publics étaient assez peu sur cette thématique. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que les acteurs de la société civile peuvent avoir une influence sur l'agenda de recherche, puis ensuite éventuellement sur l'agenda politique. Donc ça, c'est la configuration optimale dans une démocratie ouverte, dans laquelle les représentants des personnes et des usagers vont en fait avoir un pouvoir à mettre sur la table un certain nombre de sujets issus en fait de leur connaissance quotidienne de la vie des personnes âgées. Donc la FIAPA a mis ça en place. À ce moment-là, nous, on a relié la FIAPA en France avec une chercheuse qui s'appelle Marie Beaulieu pour pouvoir les doter d'un travail et d'une méthode qu'ils n'avaient pas. Donc le deuxième niveau de réflexion qui peut être aussi un objet de discussion entre nous, c'est comment les acteurs de la société, c'est un peu l'idée de Cap Droit et d'Ovi, mais c'est comment, à un moment donné, les acteurs de la société civile, constatant un certain nombre de phénomènes sociaux, vont administrer la preuve et vont s'armer pour pouvoir aller voir les politiques. Donc, comment il y a des alliances qui vont se créer entre des gens qui disposent des méthodes statistiques, des méthodologies, et puis ceux qui vont constater de manière très empirique un certain nombre de phénomènes. Voilà, ça c'est quelque chose qui, moi, me paraît être intéressant et transversal entre le champ du vieillissement et le champ du handicap. Avec une différence, c'est que le champ du handicap a une très longue longueur d'avance, puisqu'il dispose d'une convention, alors que les personnes âgées n'y sont pas arrivées. Est-ce que c'est de l'agisme? Justement, c'est-à-dire, est-ce que précisément les vieux, alors pour moi c'est pas péjoratif, les vieux, tout le monde l'aime, moi le premier, mais sont victimes d'une forme d'exclusion d'un droit à la convention, alors que les femmes, les enfants, les immigrés, les personnes en situation de handicap, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Et une des réponses, ce serait de dire, justement par rapport à la revue littérature, on regarde les articles, là, ont émergé, mais ils sont très peu connectés avec les acteurs de la société civile qui ont du pouvoir, comme l'Association américaine des retraités, par exemple. Ou, voilà. Et dans d'autres cas, Marion dit, non, c'est pas totalement vrai en Europe, parce qu'il y a quand même Edge Platform qui représente les retraités et qui s'est doté quand même d'outils pour essayer de faire pression, mais ça marche pas. Donc, c'est pas que des questions de rapport de force. Ou liées aux acteurs de la société civile, mais c'est aussi des questions d'une absence de maturité politique des élus qui n'ont pas la sensibilité, alors que dans le domaine du handicap. Pourquoi? Parce que les élus, même âgés, n'ont pas l'impression d'être vieux.
Alors que la situation de handicap, personne ne peut dire qu'il ne peut pas être un jour en situation de handicap. Donc il y a quand même une différence ontologique, en fait, dans nos sujets. Voilà. Je ne veux pas être plus long, mais donc le coup de la maltraitance, c'est super intéressant. J'en profite toutes 30 secondes. On va faire une rencontre tous les 15 juin de chaque année avec la chaire à Metz autour de la question de la maltraitance, parce que c'est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance et notre sujet, ce sera la maltraitance à domicile. L'an dernier, on a fait la maltraitance en établissement et cette année, ce sera la maltraitance à domicile et on va faire venir la titulaire de la chaire canadienne dédiée à la lutte contre la maltraitance qui s'appelle Mélanie Couture. Voilà. Donc régulièrement, on va faire venir les experts canadiens qui sont assez en avance. Est-ce qu'on tire jusqu'à 45, 50? Oui. Peut-être Chantal, et je ne sais pas si Julien, tu voulais intervenir peut-être pour la question de Chantal, Benoît, Julien. Je ne sais pas si et Jacques, pardon, je n'avais pas vu Jacques. Moi, s'il reste du temps, j'en ai aussi. Mais... voilà. Oui, le micro. Ah oui. J'ai fait un DEA en gérontologie des sociétés en 1993. Et pour faire une thèse, je me suis adressée donc, à 2 universités. Il y avait la Pitié-Salpêtrière et puis il y avait Bordeaux. Il y en a un qui m'a proposé d'entrer en gériatrie, parce que c'était du soin, c'était pas autre chose. Et à Bordeaux, c'était sciences de l'éducation. Donc, c'était pas du tout ce que je cherchais. Donc, il y avait beaucoup de résistance à s'occuper de ce problème. Voilà. Oui, moi je me demandais, est-ce qu'il y a un discours sur l'efficacité, l'utilité des conventions internationales de droits humains? Est-ce qu'on dit, ah bah oui, regardez la Convention internationale pour l'élimination des discriminations contre les femmes, elle a eu des effets dans tel et tel pays, elle a permis de changer les choses, ou la Convention internationale sur les droits de l'enfant, regardez ce que ça a permis, c'est vraiment important ces conventions. Ah, et puis d'ailleurs, celle pour la Convention internationale pour les droits des personnes handicapées. Bon, est-ce qu'il y a ce discours-là? Et s'il y a ce discours, est-ce qu'il s'appuie sur quand même aussi des choses un peu empiriques, ou est-ce que ça reste très discursif? C'est une très bonne question. Clairement, pour la CIDPH, oui, il y a des approches très empiriques. En fait, on va dire, effectivement, il y a eu, si on veut penser la question de l'avancée pour les personnes âgées, il faut aller regarder ce qui s'est fait du côté de la CIDPH. Et là, il y a eu des avancées. Et ce type de publication, on trouve beaucoup chez les publications infirmières, chez le travail social. On va dire, d'un point de vue empirique, ça va plutôt être eux, en fait, qui vont venir travailler ces questions-là et aller de façon un peu fine là-dessus. Les gérontologues aussi. Les gérontologues, notamment, effectivement, je pense justement à certains travaux de Spanier et de Doron, et notamment autour du projet. Et d'ailleurs, Doron, Spanier et Annie Hérault ont travaillé ensemble autour justement de cet indice sur le droit des personnes âgées, donc IOPR ou quelque chose comme ça, qui apparaît dans le corpus. Cet indice, ils l'ont porté sur le long-term care, donc sur les soins de longue durée. Et là, ils ont essayé de l'appliquer avec des exemples assez concrets. Donc, il y a ce genre de discours qui apparaît très clairement et pas de façon discursive, on va dire moins de façon discursive. Et je pense que là, c'est vraiment ce type de pratique de discours. Il était clairement sur la deuxième période, donc 2008-2019, sur l'autre référentiel comme les droits de l'enfant ou le droit des femmes. Droits des femmes assez peu, sauf quand on va parler des femmes âgées. Mais bizarrement, c'est un sujet un peu périphérique dans le corpus. Ça a été publié par quelques féministes, mais ce n'est pas non plus un sujet qui est apparu totalement. Enfin, il y a un article, mais il n'y en a pas plusieurs. J'étais un peu étonnée, je pensais que ça allait faire l'objet de publication, mais pas tant que ça. En tout cas, pas autour de la CIDPA et pas en comparant avec la Convention pour les femmes. Et puis sur les enfants, oui, au tout début, en fait, j'étais étonnée de voir
les premiers articles qui, du coup, parlaient des enfants, mais juste pour, de façon discursive, venir inviter à penser la question de l'âge, quoi. Mais ça a été évacué assez tôt, et c'est très discursif. Et je rajoute juste une chose, les travaux d'Engel Mary, ils occupent une place très périphérique, j'ai l'impression, pas beaucoup utilisée. C'est une anthropologue qui s'est beaucoup appuyée justement sur comment la Convention internationale pour les droits des femmes a été utilisée pour construire des indicateurs par beaucoup de petites associations, d'ONG, pour dire voilà comment évoluent les droits des femmes dans le temps. Hein. Et donc, cet anthropologue a fait des travaux très reconnus sur l'application de cette convention. Est-ce que c'est pas ressorti centralement du tout hein, dans... J'ai vu passer son nom. Je cherche justement dans mon corpus final comment on va lancer une recherche sur ce nom spécifiquement. Comment tu écris? E-N-G-L-E, Engel, Mary, M-E-2-R-Y. Engel, comme ça? E-N-G-E-L? E-N-G-L-E. G-L-E. Eh ben, je pense que je ne l'ai pas vu. Tu vois? Super. Bon. Mais comme ça, Engel Mary, c'est son prénom, Mary? Non, c'est Sally, son prénom. Sally. Par Sally. Sally. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça a l'air d'être compliqué. Sally. Bon, je ne sais pas, ça bug. Mais ouais, ça bug. J'arrive pas à avoir de résultats. Mais spontanément, comme ça, Engel Mary, ça ne me dit pas grand-chose. Ouais. Jacques, je vois pas. Bon, là, vous ne pouvez pas dire que la personne en a les deux, handicap mental et la vieillesse. Effectivement, la vieillesse, comment on peut faire? Effectivement, on va dire la vieillesse. C'est là le match américain? Pas fini, attends. Ton micro est allumé, Étienne. La vieillesse, on va dire, et l'handicap, automatiquement, en vieillissant, ça se mélange. Et ça, on n'a pas besoin. On a travaillé les cours avec Alzheimer, c'est pareil, l'handicap Alzheimer et l'handicap mental. C'est bien de savoir parce qu'automatiquement, on ne sait pas si le Alzheimer ou l'handicap mental. Bon, l'handicap mental, c'est pareil. On va dire Corville, en disant Moussa Mota, on comprend tout. Et en vieillissant encore plus, comment on fait? J'espère que le chat a entendu l'intervention de Jacques. C'est vrai qu'à la pause, quand je t'expliquais vraiment ce sur quoi j'ai travaillé, finalement, ce que tu m'as dit, c'est parce que tu dis ah oui, moi ça m'intéresse parce que je suis vieux. Et puis tu m'as dit aussi c'est vrai que ça n'a rien à voir. Je t'ai dit on s'interroge sur parce qu'un des enjeux liés à la production de cette CIDPA, c'est qu'il y en a certains qui ont pu dire que ça ne servait à rien de créer une CIDPA parce que, en fait, la vulnérabilité médicale liée à la vieillesse est prise en compte dans le cadre du CIDPH. Et donc, c'est là où, en fait, ceux qui vont critiquer cette approche vont dire non, là, on est sur une approche biomédicale de la problématique du vieillissement. Il faut adopter un modèle social et il existe des discriminations qui sont spécifiques aux personnes âgées et qui ne sont pas liées. Old age is not just an impairment. Ça, c'est le nom d'un des articles qui a fait grand bruit aussi. Donc, ce n'est pas seulement une déficience médicale au sens du terme, l'avancée en âge. Il y a des discriminations sociales qui sont structurellement faites aux personnes âgées, notamment la question de la participation, mais tout un ensemble d'autres problématiques. Et je pense que c'est vrai que quand tu dis spontanément, ça n'a rien à voir, mais je pense qu'il y a droit à tellement de choses à nous apprendre, en fait, sur justement, en quoi est-ce que la question de l'avancée en âge et plutôt que de la vieillesse, mais en tout cas, en quoi est-ce qu'il y a des discriminations spécifiques qui apparaissent? C'est pas ça aussi, parce qu'on va dire, c'est la personne qui te connaît, c'est son handicap qui fait ça. On va pas dire c'est sa vieillesse. Vous, c'est ici, on va dire c'est la vieillesse. Nous, on handicap,
la vieillesse, il est capable de vivre automatiquement, soit reconnu ou connu, soit handicapé un peu. Ouais, c'est un handicap, avec un handicap, tu ne comprends pas, la vieillesse, il n'y est pas dedans. Et si, automatiquement, moi, les deux se mélangent ton petit commence à tout mélanger. Comme les vieux. On va reprendre la question c'est André Sémaphore, c'est ça? Sémaphore? Je vois juste le nom. Sémaphore. Oui, bonjour, merci. D'abord, Sémaphore. Vous m'entendez bien, là? Oui. Qui c'est? Je sais pas qui c'est. Oui, on vous écoute. Vous m'entendez bien? Oui. Merci d'avoir attendu. Merci. Merci pour ces échanges très riches. Deux questions concernant, je dirais, des points de vigilance. Est-il possible d'envisager l'élaboration d'une convention internationale sur les droits des personnes âgées sans se questionner sur la mise en question aujourd'hui et qui date depuis même l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur une vision occidentalo-centrée qui n'aurait pas pris en compte suffisamment peut-être les approches du monde asiatique, du monde arabo-musulman, entre autres. Donc ça, c'est une première question. Deuxième question, en termes d'approche scientifique, est-ce qu'il ne faut pas avoir une vigilance et avoir une approche qui prenne chaque droit et de chaque droit, quels articles, quels ouvrages, quelles publications on trouve. Parce qu'il est, pour moi, affligeant de voir que la communauté scientifique, concernant que ce soit le handicap ou le grand âge, ne s'est jamais intéressée au sujet de la culture, du droit de participer à la vie culturelle, des droits culturels. Et d'ailleurs, depuis le début de ce webinaire, j'ai entendu beaucoup médical, social. Je n'ai pas entendu une seule fois le mot culture. Il parlait des cultural studies, par exemple, ou des politiques culturelles. Et donc, le danger, c'est de se laisser finalement influencer par une vision qui domine, parce qu'il y aura 100 000 articles sur une approche médicale concernant les personnes âgées et 0 article sur la question de la participation à la vie culturelle. Et pourquoi? Parce que notamment, on ne réfléchit qu'au filtre des doctorants, des post-doctorants, de la vision académique, et quelle crédibilité finalement a la communauté scientifique lorsqu'elle est capable au niveau international d'exclure certains sujets majeurs de la vie des gens. Voilà, entre autres, j'aurais bien d'autres choses à dire, mais donc je pense qu'au niveau méthode, il faudrait quand même avoir une méthode, même quand on travaille sur la revue de la littérature dans le sujet, qui est une approche pour chaque droit, et qu'à ce moment-là, on s'interroge que sur certains droits, on ne trouve rien. Merci. Merci. On va pas pouvoir répondre à tout parce que là, on doit vraiment clore. Donc, peut-être si tu veux cibler un élément sur lequel tu réponds, Marion. Dis-toi juste ta question sans que Marion y réponde forcément. Oui, on peut prendre des questions et je fais une réponse globale. Christian, pardon. On prend toutes les questions et je fais une petite réponse un peu globale. Voilà, peut-être on prend encore les quelques questions qui restent, mais vraiment en moins d'une minute par question. Christian d'abord. Christophe, pardon, excuse-moi. Je vais juste faire une anecdote sur le vieillissement et les personnes âgées en tout genre. Là, il n'y a pas très longtemps, j'avais fait avec le Conseil local de santé mentale en cette année, justement, les trucs de la vieillesse. Et je sais qu'actuellement, il y a encore des mal-être parce que les gens, ils sont perte de leurs droits et autres. Et même si on vit dans un système soi-disant tout à fait norme et pas comme dans les autres continents de pauvreté, quoi. Et malheureusement, il y a des oreilles de sourds et les gens, ils veulent pas montrer plus, de reconnaître les droits, ils préfèrent mieux les enfoncer. Donc là, c'est pour ça que je rentre dans ce système de la vie des personnes âgées et vieillisses. Mais là, dans le système de où nous vivons,
même s'il y a des conventions, même s'il y a le droit de l'homme, même s'il y a ceci, il y a quand même des oreilles de sourds. Et c'est à nous ensuite, je crois, de se réveiller pour montrer que voilà, chacun aussi a ses droits et façon de manière de montrer aux autres que voilà, il faut casser le système, quoi, dans tout ça, quoi, parce que sinon, ça va rester dans les oreilles de sourds et 50 ans plus tard, les jeunes, ils vont pas avoir les droits ou plus de droits que on devrait avoir. Un exemple, hein. Voilà, stop. Il restait qui encore qui voulait intervenir? Florian, en une minute. Moi, je vais faire court. Sémaphore, je peux vous dire je vous aime parce que avec une des doyennes de Cap-Droit, on se bat depuis bientôt 2 ans pour faire des parallèles avec la Convention des droits culturels de Fribourg et faire des parallèles entre la recherche scientifique, sciences sociales et humaines et des données de recherche issues de l'UNESCO. Et je pense que vous l'avez travaillé à Metz avec Jean-Philippe par le biais des dizaines de citoyens qui est une forme de travail autour de l'art et de la recherche. Si j'ai bien compris dans les gradines ce que c'est que vous appelez dizaines de citoyens. Et je vous contacterai, Sémaphore. On me fait signe de me calmer, de m'arrêter là. Oui. Et je pense qu'on va se... On va terminer là parce que je voudrais juste bien dépassé. Pardon. On peut continuer un tour. Je vais laisser la parole à Marion pour clore et on peut continuer à la pause, etc., à échanger sur tous ceux qui sont dans la salle. Moi, j'ai aussi des choses à dire, mais on échange parce que là, c'est pas du tout dans le cadre de la recherche, mais c'est dans le cadre déjà de l'application des textes et donc de ce que disait Valérie tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe en fait sur le terrain? Oui, je suis désolée, Louis, mais c'est important de le dire. C'est qu'aujourd'hui, quand même, les MDPH se sont transformés en MDA, donc il faut quand même dire que ça a un impact direct sur nos vies, c'est pour ça que j'en parle, et que les MDPH sont devenus des maisons départementales de l'autonomie, et qu'il y a 2 systèmes de gestion des publics à l'intérieur, qu'il y a d'un côté les comités qui représentent les personnes handicapées, et d'un autre côté, les comités qui représentent les personnes âgées. Et ça veut dire que c'est une application directe déjà sur notre terrain, enfin, dans notre vie quotidienne. Donc moi, je veux bien qu'on travaille sur la recherche et c'est hyper important d'améliorer cette connaissance et justement cette littérature, c'est hyper important parce que par contre, c'est déjà dans l'application. Voilà, on n'est pas sur la même strate, si je peux me permettre. C'est pour ça que je voulais en parler. La chef Sage, la chef de projet des ateliers design citoyen, on a déjà parlé, a fait sa thèse en fait sur les comités nationaux consultatifs de l'autonomie. Et justement, du point de vue personne âgée, elle a fait le croisement avec la problématique du handicap. Et là, il y a des choses à dire. Sur la problématique de la culture, moi, l'hypothèse que je me pose, c'est est-ce que là aussi, on n'est pas dans une lutte pour le référentiel dominant Framing Contest, à mesure où, en fait, la culture, elle est traitée dans le cadre du traité international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Donc là, on est dans une logique un peu de protection, on est sur cette logique droit social. Donc là, peut-être il y a une hypothèse à faire sur justement la façon dont on traite la culture, on s'en saisit, le droit à la culture, comment est-ce qu'il se définit dans ce cadre conceptuel. Autre question pour Sémaphore, est-ce que la question sur l'anthropologie du sujet de droit, en fait, est-ce qu'on est allé voir un peu ce qu'il existe des travaux qui montrent dans les sociétés asiatiques et africaines, en tant que tel, je ne peux pas vous le dire, parce que moi, je vois juste celles et ceux qui travaillent sur le référentiel qui s'en saisissent, donc il y a déjà une forme d'acculturation à cette culture occidentale. Mais par contre, je pense à l'anthropologue Patrick Pouget-Rolas, qui est justement cité avec qui j'ai travaillé, oui. Dans l'article qui a été envoyé, qui lui, du coup, travaille sur cette question d'anthropologie des droits de la vieillesse et qui fait le lien vieillesse handicap, peut-être d'aller voir ses travaux. Créateur du système RIPH au Québec. Merci